Bonjour, je m'appelle Sylvain Bell, je suis postdoctorant ici au CESTIM dans l'équipe de CanBios et je travaille donc avec Pascal Bourret. Je vais vous présenter mon travail de thèse qui s'appelle Étude des structures de coordination entre soins et recherche, le cas des essais précoces en cancérologie. Quelques éléments de contexte. C'est une thèse de sociologie que j'ai faite à l'Université Paris-Sorbonne sous la direction de Philippe Steiner qui est un sociologue économiste. C'est important de le préciser parce que ça explique certaines orientations que j'ai pu prendre sur mon travail de thèse. Les terrains étudiés ont été deux unités d'essais précoces, principalement situées à l'Institut Gustave-Roussy et à Curie, même si j'ai été amené à faire du travail dans d'autres hôpitaux en France. Mais les deux principales unités étudiées sont celles-là. Et les méthodes utilisées, alors je ne dirais pas que ce sont des méthodes mixtes, même si j'ai utilisé des méthodes qualitatives et quantitatives. Donc j'ai fait des entretiens avec des patients, des médecins, des responsables institutionnels à différents niveaux, mais j'ai aussi fait des observations, notamment lors de réunions d'équipe ou encore lors de consultations. Enfin, de l'analyse de documents au niveau des méthodes qualitatives. Qu'est-ce qu'on entend par analyse de documents? Lecture d'articles scientifiques, mais aussi tous les documents qui vont gérer la vie de ces unités, par exemple sur les process d'organisation, etc. Et enfin, des méthodes plus quantitatives avec notamment des enquêtes par questionnaire qui ont été menées auprès de médecins, aussi de patients, et l'analyse de bases de données qui avait été récoltée au préalable. Alors, la problématique qui m'a intéressé dans cette thèse était, pour le dire assez simplement, comment s'organise l'inclusion des patients dans ces essais cliniques précoces. Alors, pourquoi c'est une problématique qui est intéressante et qui est problématique? Tout d'abord parce que ces essais précoces nécessitent de sélectionner les patients de manière très précise et notamment avec une dialectique qui est qu'il faut des patients à la fois en échec thérapeutique, qui n'ont plus de traitement disponible et en même temps qui soient toujours dans un bon état général. Mais la deuxième problématique rencontrée, c'est que ce sont des essais relativement rares, donc il y en a peu sur le territoire français. Ce sont des essais peu connus et singuliers au sens où chaque essai est très différent. Donc en fait, on parle d'essais précoces, mais en même temps, chaque essai a des particularités très importantes. Alors notamment, petite parenthèse sur le terme d'essai précoce, il s'agit des essais de phase 1 et de phase 2. Il y a un flou un peu autour de cette notion, mais qui reflète aussi des changements qui s'opèrent actuellement en cancérologie. J'ai précisé que je ne travaille que sur les essais précoces en cancérologie, parce qu'on a un floutage des différentes phases de recherche, notamment entre phase 1 et phase 2, qui est en train de s'opérer. Et donc l'inclusion est vraiment un enjeu très problématique, à la fois pour les patients, parce que certains patients peuvent avoir un intérêt à participer à ces essais, même s'il est subjectif, en tout cas, considérer que pour eux ça a un intérêt, mais mal organiser cette inclusion peut avoir d'importantes conséquences sur leur prise en charge. Ça a aussi des conséquences pour les médecins qui réalisent ces essais et aussi pour les institutions de santé. Alors, pour comprendre l'inclusion des patients, j'ai adopté un modèle analytique structural. Alors, petit point, qu'est-ce que c'est une approche structurale en sociologie? L'idée, c'est donc de comprendre les phénomènes sociaux par l'intermédiaire des structures sociales. Alors, la sociologie, vous le savez, c'est l'analyse des sociétés au sens très très large, peut-être des micro-sociétés. Et l'idée, c'est de dire, quand on fait de l'analyse de réseau, tiens, si on traçait ces relations entre les individus. Donc là, vous avez l'exemple d'un réseau. C'est un réseau connu en analyse des réseaux, c'est le réseau de la famille Médicis, qui a été fait. Et donc, on essaye d'expliquer comment la famille Médicis s'est imposée à travers les différentes relations qu'il a pu entretenir avec les principales familles à Venise. Mais la plupart du temps, on n'a pas un réseau aussi joli qui nous permet d'expliquer les choses directement et on se retrouve avec ce qu'ils appellent un hairball où on voit plein de relations sociales mélangées et on a du mal à savoir ce qu'on va en tirer. Et donc, le deuxième niveau, c'est de dire ce qu'on va essayer de repérer, c'est des structures sociales, des motifs sociaux récurrents. J'ai donné quelques exemples de motifs sociaux, ce n'est pas les seuls, mais par exemple, on va dire, tiens, on va essayer de voir quand on a à chaque fois deux individus connectés et un autre seul. Et on essaye de repérer ça dans ce réseau et de voir en quoi ces motifs sociaux sont ou pas explicatifs.
Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre quelle est la structure sociale de la prise en charge en cancérologie et quelle est la structure sociale minimale pour que cette prise en charge ait lieu. Et ce qui est apparu, c'est que cette structure sociale prend la forme d'une triade composée d'un côté d'un médecin référent, de l'autre d'un patient et d'une institution de soins dans laquelle sont donnés les différents traitements. Alors cette triade, je l'ai appelée configuration de soins, en empruntant ce terme à un sociologue qui s'appelle Norbert Elias. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle me permet de mieux définir les dynamiques propres à cette triade, notamment le fait qu'elle soit dynamique, c'est-à-dire qu'elle va évoluer dans le temps, mais qu'elle soit aussi multiniveau, c'est-à-dire que vous voyez ici que le médecin, le patient, ce sont des individus, mais une institution n'est pas un individu, donc on a des relations qui se situent à des niveaux différents. Et également, et ça c'est un point essentiel, parce qu'elle constitue aussi une tension, parce que chacun de ces individus ne vont pas avoir forcément les mêmes objectifs dans la relation qui les unit, même s'ils se retrouvent autour de la mise en place des traitements. Et donc, il y a un équilibre social qui s'opère à ce niveau-là. Bien entendu, ce motif, il n'est pas isolé, il va s'insérer dans différents types de réseaux, des réseaux médicaux, institutionnels, mais aussi les réseaux propres aux patients, sa famille, ses contacts, etc. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de montrer comment cette structure sociale permettait d'expliquer l'arrivée des patients dans les essais cliniques précoces. Alors, la première chose pour comprendre cette dynamique, c'est de voir comment cette structure se crée initialement. Et bien entendu, elle va se créer au moment du diagnostic du cancer. Donc, on a ici plusieurs situations qui peuvent arriver. La plus courante est celle où c'est la proximité avec un centre de soins qui va faire en sorte que cette structure se crée, d'accord, hein, on a les premiers symptômes, on va voir un médecin qui nous envoie vers un autre médecin et tout d'un coup, on se retrouve pris en charge par tel médecin qui est souvent celui le plus proche et les soins commencent. Mais on a aussi d'autres phénomènes, par exemple la connaissance, on peut soi-même connaître un médecin et donc s'orienter directement vers ce médecin. La situation de crise qui est un peu moins commune mais qui est intéressante, c'est celle où la prise en charge se fait en urgence, où là les patients vont avoir une première configuration qui se fait en dehors de tout contrôle parce qu'ils étaient dans le coma, parce qu'en tout cas ils n'ont pas pu faire aucun choix à ce moment-là. Et enfin, une autre situation très intéressante en cancérologie qui est celle des deuxièmes cancers, qu'elles soient personnelles ou familiales, parce que ce que l'on voit, c'est que lorsque des patients ont un deuxième cancer ou qu'ils ont un cancer alors que leur conjoint a eu un cancer, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont directement voir le cancérologue qui les a suivis auparavant ou qui a suivi leur conjoint. Ce qui est intéressant, pourquoi cette première configuration de soins est importante? Tout d'abord parce qu'elle est extrêmement stable dans le temps. Et au final, on voit des patients qui vont garder une configuration similaire pendant tout le temps de leur cancer quasiment. Ensuite, parce qu'elle a un rôle de captation. Captation, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'on va expliquer les différents soins qui vont être donnés par cette configuration initiale. Mais aussi, on va avoir un phénomène de dépendance au sentier, c'est-à-dire que les futures relations qui vont être nouées par le patient vont être liées fortement, pas toujours, hein, mais fortement à cette configuration initiale. Le deuxième temps qui m'a intéressé, bien entendu, c'est une fois que cette configuration est créée, comment on va arriver jusqu'à un essai clinique précoce. Dans ce cas-là, on peut identifier 3 ou 5 dynamiques selon à quel niveau de finesse on se situe. La première, qui est la moins courante, c'est celle où le patient va chercher lui-même des informations sur ses essais et donc va soit proposer à son médecin, mais en tout cas va être proactif dans la recherche d'informations. La deuxième, c'est celle où le médecin référent du patient, donc ce premier médecin, est directement celui qui fait des essais précoces et donc il va proposer à son patient de participer à l'un de ces essais. L'autre situation qui est la plus courante, c'est celle où le médecin référent va envoyer son patient vers un autre médecin qui réalise ses essais. Et là, on a 2 sous-catégories qui apparaissent. Soit ce médecin référent travaille dans le même centre que le centre où il y a des essais précoces, soit il travaille dans un centre extérieur. Mais on voit ici, si on revient à ce que je disais en introduction, que le problème que l'on observe, c'est que ces médecins référents, qui sont la principale raison pour lesquelles les patients accèdent aux essais précoces, en fait, ont des connaissances très limitées de l'existence de ces essais. Autrement dit, il va falloir que les unités qui réalisent ces essais mettent en œuvre différents dispositifs de captation pour réussir à capter un de ces 3 pôles, soit le patient directement,
soit les institutions de santé, soit les médecins pour faire venir les patients. Qu'est-ce qu'on entend par dispositifs de captation? Ils sont de nature très différente. On a bien entendu la réputation des médecins qui va jouer. Quand le médecin qui réalise des essais précoces est très connu, il va réussir à attirer beaucoup de patients jusqu'à lui. On a aussi tout un travail fait autour de la liste d'essais qui vont être créés, qui sont mis en ligne et qui permettent aux patients de s'informer, mais aussi aux médecins de s'informer. On a une labellisation des centres faisant des essais précoces qui a été mise en place en 2012, qui a amené à une meilleure visibilité de l'activité d'essais précoces au niveau national. On a un travail de commensurabilité des essais qui est mis en œuvre, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de publications scientifiques qui sont faites pour montrer qu'il y a des bénéfices similaires à la participation à un essai précoce qu'à des traitements standards à certaines étapes de la maladie. On a également des fiches de screening, c'est-à-dire des dispositifs qui vont aider à évaluer les situations des patients. C'est-à-dire on va faire remplir au médecin une fiche, le patient n'a pas besoin de se déplacer, et comme ça permet de faire une première sélection des patients. Alors comment ça se traduit tout ça dans la réalité? Si on prend le cas d'un des centres qui a été étudié, on voit que ce centre, il a réussi à amener un grand nombre de patients jusqu'à lui grâce à un maillage national très fort des médecins adresseurs. Donc, cette carte à gauche, chaque point bleu, c'est un médecin qui a envoyé au moins une fois un patient dans cette unité de recherche. Donc, on voit, ce qui serait intéressant, si je mettais à côté la carte de densité de la France, vous verrez que les points bleus sont exactement répartis comme la carte de densité de la France. Et donc, c'est cette force qui a permis à cette unité de faire venir un grand nombre de patients. Et si on regarde ici l'évolution de l'activité de cette unité, il faut cumuler les trois barres à chaque fois pour avoir le nombre de patients total envoyés. Donc vous voyez déjà qu'il y a une augmentation très forte et que cette augmentation est complètement en parallèle avec la ligne bleue ici, qui est le nombre total de médecins qui ont envoyé, au moins un patient dans cette unité. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est cette ligne verte, qui est le nombre de nouveaux médecins qui envoient un patient chaque mois. Et on voit que cette ligne verte est constante, c'est-à-dire qu'il y a un afflux constant de nouveaux médecins qui envoient pour la première fois un patient. Et lorsqu'on regarde les chances ou pas d'être inclus des patients, et que l'on prend un certain nombre de caractéristiques en compte, des caractéristiques à la fois individuelles sur les patients, leurs caractéristiques sociales, mais aussi biologiques, leur pathologie, etc. Je ne rentrerai pas dans le détail ici. Les seuls facteurs qui expliquent pourquoi un patient est inclus, c'est l'origine du médecin et le lien avec l'institution. Autrement dit, si le médecin fait partie de l'unité qui fait des essais précoces, il a énormément de chances d'être inclus. Lorsque ce médecin appartient à la même institution, mais ne fait pas lui-même des essais précoces, il a déjà 4,7 fois moins de chances d'être inclus, toutes choses égales par ailleurs. Et enfin, on a ici les médecins extérieurs qui sont la population principale, mais où chaque patient envoyé a 8,4 fois moins de chances d'être inclus. Alors tout ça, c'est bien beau, mais quel est le rôle des patients dans tout ça? Sont-ils complètement passifs face à cette dynamique ou ont-ils un rôle actif? Alors ils sont passifs au sens où ils n'ont pas la figure traditionnelle un peu du patient consommateur, c'est-à-dire du patient qui agirait, qui déciderait est-ce qu'il préfère vraiment tel soin par rapport à tel essai. Et pourquoi on ne retrouve pas cette figure du patient consommateur? Tout d'abord parce qu'il y a une absence de connaissance de ces essais, mais aussi des places disponibles. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à connaître. Simplement pour vous donner une idée à quel point c'est compliqué, c'est que même les médecins ne connaissent pas comment fonctionnent ces essais, en dehors de ceux qui font l'essai. Ce qui est aussi lié à des questions de propriété industrielle qui font que l'information n'a pas le droit vraiment de circuler. Ce sont aussi des patients qui sont en grande situation de vulnérabilité, échec thérapeutique, c'est quand même une position pas facile, mais il y a aussi des contraintes structurales fortes liées au réseau médical et institutionnel. Lorsque les médecins n'ont pas accès à l'information, ils ne la donnent pas à leurs patients, etc. Néanmoins, ce qu'on a pu mettre en avant, c'est qu'il y avait des reconfigurations possibles, c'est-à-dire que les patients peuvent reconfigurer la triade que j'ai mis en avant tout à l'heure à travers différentes dynamiques structurales. On a donc 3 dynamiques structurales. La première, c'est la rupture, c'est-à-dire que le patient va décider à un moment donné de rompre toutes ces relations qu'il avait avec le médecin référent et l'institution et va
souvent aller dans un nouvel hôpital et se reconfigurer avec une autre triade qui va lui permettre d'accéder à ces essais. Bien entendu, la rupture n'est pas forcément liée à la volonté de participer à des essais initialement. La deuxième situation, la deuxième dynamique est celle d'un pont structural, c'est-à-dire que les patients vont mobiliser une connaissance qu'ils ont, généralement une connaissance dans le milieu médical, qui va leur permettre d'accéder à une nouvelle configuration. C'est très simple. J'ai une connaissance qui me dit « Tiens, tu devrais aller voir le docteur untel parce que lui, il aura peut-être des choses pour toi alors que ton médecin t'a dit que tu étais en échec thérapeutique. » Troisième situation qui est aussi très intéressante, c'est les situations de contrôle. Situation aussi un peu plus rare, où grâce à une connaissance dans le milieu médical, le patient va contrôler les soins qui lui sont donnés par son médecin référent et va s'assurer que le médecin donne les meilleurs soins, bien sûr, selon des critères qui sont relativement subjectifs, mais en tout cas, qui permettent de maintenir cette relation sociale. Et enfin, une autre et quatrième situation, c'est ce qu'on appelle un pli structural. Je suis désolé pour les termes, mais ce sont des termes d'analyse de réseau. C'est-à-dire où il va avoir le maintien entre deux configurations en parallèle. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est simplement pour vous dire que ces différentes dynamiques, on les retrouve autour des trajectoires de patients précises. Ici, on a un cas de patient Jean. Alors, c'est un patient exceptionnel. Pourquoi? Parce que, en fait, on retrouve toutes ces dynamiques dans sa trajectoire à lui. Et pour vous donner une idée, il a réussi à faire imposer une pratique médicale à son médecin grâce à son réseau de relations. Et donc, à un moment donné, un médecin lui a dit « Moi, je ne te donnerai jamais ce médicament ». Et il a dit « Ça ne sera pas comme ça ». Il a fait jouer tout son réseau jusqu'à faire accepter son médecin référent. Et donc, il est vraiment intéressant ce cas parce qu'on arrive à séquencer ces différentes dynamiques dans le même cas. Alors que souvent, lorsque l'on prend une histoire de patient, on va avoir un mécanisme, deux mécanismes qui vont ressortir. Donc voilà, pour conclure, l'objectif de cette thèse, c'était de montrer en quoi une approche structurale permettait d'avoir une vision un peu différente des trajectoires de soins. Aussi, l'objectif a été de montrer l'importance des dispositifs de captation et de matching. Je n'ai pas présenté les dispositifs de matching, mais qui sont très proches des dispositifs de captation dans ces trajectoires de soins. Et ensuite, de montrer qu'on pouvait reconsidérer le rôle des patients dans les soins en dehors d'un cadre très patient-consommateur. Les perspectives donc, de ce travail, il y en a plusieurs, mais c'est tout d'abord de pouvoir faire des analyses complètes de trajectoires de patients, comme avec l'exemple de Jean. Autre perspective, de pouvoir identifier les formes de circulation en œuvre de manière plus générale. Et enfin, d'étudier les différents dispositifs de circulation, parce que j'en ai étudié quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus, qui vont aider ou pas les patients à accéder à certains traitements, à certains soins, en fonction de leur trajectoire et de leur parcours. Merci.